aujourd'hui dans un nouvel témoignage de mon Algérie à moi. Alors, il a un homonyme, pas très célèbre. Là, je vous propose d'accueillir en visioconférence le plus célèbre des deux homonymes, Jacques Pradel. Demain, ça va sans dire. Celui de perdu de vue, d'ailleurs, est perdu de vue. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est là, effectivement. C'est Jacques Pradel, dont j'avais beaucoup entendu parler avant d'avoir la chance d'échanger avec lui aujourd'hui. Bonsoir, Jacques. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. Je suis à Marseille. Il fait un Oui, temps superbe. comme nous à Ottawa. Merci, Jacques, à nous accorder quelques temps. Je disais que vous allez évoquer votre combat, vous, l'enfant d'Algérie. Et puis, je vais, pour ne pas oublier, remercier en particulier Pierre Testu, qui est à l'initiative de cette mise en relation. Merci de nous accorder quelques minutes du côté de l'Est marseillais à l'enfant de l'Algérie. Alors, chercheur au CNRS retraité, vous êtes militant de la première heure, hein, vos parents l'étaient aussi. J'aurais pu mettre en sous-titre de cette interview un pied noir révolté ou un pied noir progressiste, histoire de lancer un peu le sujet. Non, un pied noir progressiste, mais pied noir, ben oui, je suis pied noir. Je suis né en Algérie, d'une famille de colons français. Vous êtes Euh, Jacques le numéro 5, hein, Jacques le oui, cinquième. Hein. oui, Jacques le cinquième. Alors Jacques le premier, ça c'est une espèce de tradition dans la famille, hein, d'appeler le fils aîné, de donner au fils aîné le prénom du père. Voilà, donc le premier, il s'appelait Jacques Pradel, c'était un petit paysan du Tarn et qui a débarqué en Algérie en 48. Alors, le contexte de son départ, 1848, on précise, Jacques. Hein. 1848, Oui. oui. Alors, les circonstances de son départ, on les connaît mal, et si bien qu'il y a différentes versions qui ont été proposées. Alors, il y avait la version noble qui était de dire, même dans le fond de son Tarn, il était 48 arts, voilà. En fait, probablement pas du tout. Alors, il y a une autre version qui a circulé, qui a été de dire ce Jacques Pradel était un aventurier et euh, il a tué un gendarme et on lui a donné comme seul choix de partir en Algérie. Bon, la réalité est beaucoup plus triviale. C'était un petit paysan chassé par la misère, voilà, et qui a été en Algérie parce que des amis à lui étaient partis avant du même village, un petit village à côté d'Ambialette, dans le Tarn, étaient partis avant. Et donc, lui avait dit, bah, voilà, viens ici, tu trouveras peut-être ta place. Là-bas, non. Voilà. Et donc, il a débarqué avec femme et enfants. Alors, Dans quelle ville avez-vous il a débarqué à l'information? Mossaganam. D'accord, ok. Il a débarqué à Mossaganam et donc il y est resté quelque temps euh, en, en étant charretier. Euh, et puis, euh, et puis il est devenu conducteur de chars qui partaient dans des convois de colonisation Mhm. dans les régions nouvellement conquises par l'armée française. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il a débarqué à Tiaret, où il a reçu une concession d'une quinzaine d'hectares pour s'installer. Et puis, il a travaillé sa terre, j'imagine, il a installé sa famille. On sait très peu de choses de sa vie réellement. Sinon qu'il est mort de la rage assez vite, parce qu'il a été mordu par un chien enragé et que Pasteur n'était encore pas là. Dans l'histoire de la famille, il y a des pages tout à fait obscures. Son fils, Jacques II, a lui prospéré plus facilement parce que les méthodes de confiscation des terres étaient mises au Appeler point. un chat, effectivement, c'était ça. Voilà. Mhm. Mais il y a des histoires sombres dans la famille. Alors, il y a un grand-père, euh, un, alors, les choses sont compliquées dans la famille Oui, parce qu'il y a ouais. eu des croisements, etc. Il y a un cousin qui se plaît à dire heureusement que les Algériens nous ont foutus dehors parce qu'à force de se marier entre nous, on aurait fini comme les nobles français. Mais Complètement dégénéré. C'est vous qui le dites, hein? il y a un ancêtre. Alors, il y a une photo de lui qui est assez terrifiante. Un homme avec des mains énormes, des battoirs,
à côté d'une femme monstrueuse. Et donc, cet arrière-grand-père, Oui, c'est vrai. pas du côté Jacques, c'était du côté Louis. Donc, Et, ouais. et ma mère descend de cet homme monstrueux qui est là. Le fameux Euh, Louis Ier, c'est ça? oui, Louis Ier. C'était un type qu'on avait marié avec une femme, paraît-il, très douce, et puis qu'il a abandonné. Lui, c'était un joueur et un buveur, et il a abandonné cette femme, si bien que on dit qu'elle a fait ses enfants avec le palefrenier et pas avec lui. Cette femme, la famille a mis de l'ordre dans tout ça. On a décrété qu'elle était folle et donc on l'a enfermée dans un hôpital psychiatrique, pas en Algérie, il y avait déjà Blida, mais en France pour être loin. Donc elle a été enfermée du côté de Nice, dans un hôpital psychiatrique où elle a fini sa vie. Cette femme, aujourd'hui encore, là pour le coup, à Tiaret, pas à Tiaret même, à côté à Oued-Lili, où ils étaient installés, cette femme reçoit encore des sortes, il y a comme une légende autour d'elle, les gens l'appellent la Sainte Pradelle. Oui, d'accord. Et cette Sainte Pradelle, ils s'appuient beaucoup là-dessus, sur le fait qu'elle avait fait construire sur une colline, Bouguerzaz, côte à côte, une chapelle et un marabout, comme pour signifier en quelque sorte qu'elle s'identifiait à, euh, euh, à ces deux pratiques, à ces deux cultures, etc. Oui, Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu l'histoire. juste une parenthèse sur cette Sainte Pradelle. Encore aujourd'hui, on parle, les gens de Oued-Lili parlent de la Sainte Pradelle. Et bref. Alors, bon, je reviens à la Oui, branche Jacques. La branche Jacques, eh ben, a fait. Donc, Jacques II a augmenté son patrimoine. son patrimoine de terre. Je ne sais pas si le mot convient, mais. Oui, oui. Oui. Et puis, Jacques III, mon grand-père, lui, eh ben, a fait la même chose. Et, et après la guerre de 14-18 qu'il avait faite, eh ben, il a terriblement agrandi son domaine, tout en bénéficiant encore des lois de la colonisation qui permettaient la confiscation des terres. Mm. Si bien qu'il était devenu un gros colon qui posait les 5000 hectares, etc. Vous Voilà. assumez et puis on verra dans votre parcours l'importance effectivement d'en parler aujourd'hui, mais vous assumez le fait d'évoquer ce grand-père comme un gros colon. C'est souvent là où le bas blesse, hein, dans les relations franco-algériennes, c'est Oui, cette question du rapport aux colons. Les gros colons et les grands colons n'étaient pas si nombreux, mais c'est souvent dans l'imaginaire, effectivement, enfin l'imaginaire, dans les souvenirs ou la transmission, là où le bas blesse, c'est souvent effectivement cette question de confiscation, au-delà de tout, et du fait de l'exploitation des indigènes, puisqu'on les appelait tels quels à l'époque, par les gros colons. C'est quelque chose que vous avez intégré, que vous assumez, Jacques, sans difficulté. je l'assume comme une réalité. C'est une réalité. Ben oui, le grand-père Jacques III, eh ben oui, avait euh, possédé, possédé 5000 hectares. On est retourné avec mes frères et un cousin il y a Il y a une quelques quinzaine années. d'années, hein, c'est ça, oui. Oui, on est retourné à Tiaret, comme ça. Euh, et puis, là, on a rencontré quelqu'un, il nous a dit, ben, demain, venez, je vous fais visiter les fermes du grand-père, à Tamda, et de votre grand-père. Et donc, on a été visiter les fermes. On a été à la ferme numéro 1, la ferme numéro 2, la ferme numéro 3, la ferme numéro 4 et la ferme numéro 5. Et donc, là, on a rencontré les gens qui étaient là, qui, entre parenthèses, n'occupaient pas les grands bâtiments de ferme. Qui restait d'ailleurs, qui existe toujours, parce qu'en général, Ouais. après l'indépendance, bon nombre de bâtiments ont été laissés à l'abandon, hein. Mais là, ils existent toujours. Là, les fermes qu'on a vues, c'était des gros, gros bâtiments. Hein. Ces fermes ont été construites à l'époque où
il y avait énormément de chevaux de trait, Mm. etc. Donc, c'était d'énormes bâtisses. Les fermes coloniales qui existent encore en Algérie, ce sont de très belles bâtisses, c'est vrai. Hein. Mais là, sauf dans une des 5 fermes, euh, euh, ceux qui occupaient les terrains n'habitaient pas dans les fermes, Mm. ils habitaient à côté, dans des baraques. Et donc, on avait dit, mais pourquoi, pourquoi vous occupez pas le terrain? Il dit, c'est pas à nous, c'est pas à nous. Et les terres? Ah ben les terres, c'est pas à nous. Et on disait, mais c'est à qui? Et c'est à qui, vous savez? Il dit, on ne sait pas. Il y a le commandant Slimane qui en a pris. Voilà. Mais voilà, nous, on est là, on travaille. Ils ont traité. Euh, et voilà. Et bref. Et donc, effectivement, on avait visité ces fermes de Temda. Oui, ben oui, c'était un gros colon. C'est une réalité. Mm. Il n'était pas, pour le coup, représentatif des Européens d'Algérie, dans la mesure où l'immense majorité des Européens d'Algérie n'étaient pas des gros colons. Euh, C'était des gens de conditions très modestes. Donc, pour la plupart, c'est la région, entre parenthèses, pour laquelle toutes les grandes villes d'Algérie, à l'époque où seuls les Européens d'Algérie, évidemment, votaient, euh, la, la- la part colonisée de la population, les arabo-berbères, si on peut dire, eux ne votaient pas. Et à Mm. cette époque, où seuls votaient les Européens, eh ben, toutes les grandes villes, excepté Constantine, toutes les grandes villes d'Algérie ont eu des municipalités de gauche ou d'extrême gauche. Oran a été communiste, Belabès est resté communiste jusqu'à la fin, euh, Alger aussi. Et donc ça, c'est significatif de cette réalité-là, qu'il y avait en quelque sorte une lutte de classe au sein de la population européenne d'Algérie. Et, il y avait il y avait une grande majorité de gens qui étaient de conditions très modestes. À Tiaret, même la ville dont je suis originaire, eh ben, c'était une municipalité socialiste. Voilà. Donc, il y a cette réalité-là. Quoi. Voilà. Mm. Comment on arrive à devenir président de l'Association nationale des pieds noirs progressistes et de leurs amis? C'est votre rôle aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que vous avez été chercheur au CNRS et que vous êtes aujourd'hui à la retraite. Pourquoi il est important déjà de s'intégrer à une association de pieds noirs? Et puis pardon, hein, je vais mettre les pieds dans le plat, Allez-y, moi. allez-y. Pieds noirs progressistes, je pensais que c'était antinomique. Ben oui, il y a même, oui, oui, il y a, il y a un copain qui s'amuse à dire oui, oui, c'est les tigres végétariens, n'est-ce pas? Voilà. Mais oui, ça a été quand on a créé l'association, il y a eu débat là-dessus. Il y en a qui disaient, mais non, moi, pied noir, ça, je veux pas me retrouver avec cette étiquette. Euh, voilà, là, pour beaucoup encore, le pied noir, c'est équivalent de Colomb qui a fait celui de Bournous, et puis l'OS. Rien de très glorieux, de toute Sans façon. vertu. Oui. Vouliez-vous démarquer, Jacques, de la majorité des organisations pieds noirs Alors qui en oui, plus se revendiquaient plutôt pour des opinions politiques plutôt portées à droite et plutôt extrêmes? C'était oui. ça Alors, aussi? oui, oui, alors tout à fait. Je reviens là sur ce que je disais Oui, je vous en quand on prie. a, quand on a créé l'association. Il y en a qui disaient pied noir, moi je veux pas. Et il y en a d'autres qui disaient progressisme, mais progressiste, c'est qu'on était politiquement aussi peut-être trop fort. Donc, ça me plaît pas. Voilà. Parce que oui, il y a eu dans l'association, parmi les membres fondateurs de l'association, il y avait des gens non pas de droite, mais qui refusaient, pour le coup, d'être étiquetés trop à gauche entre guillemets. Mm. Voilà. Donc, on a dit, bon, écoutez, on met les deux à la fois, et ben, l'un va balancer l'autre, et puis, voilà. Et puis, ça recouvre une simple réalité, ben, qu'on le veuille ou non, on est pieds noirs. Pieds noirs, c'est le nom qu'ont reçu les Européens d'Algérie en venant en France. C'est bien notre cas.
Mais est-ce que pied noir aujourd'hui, c'est encore un sens au-delà de votre génération, de ma génération? Ça a un sens en particulier en Algérie, par exemple. En Algérie, pied noir est très souvent considéré comme étant l'équivalent de l'OS. Donc, c'est quelque chose qui est vu très négativement. J'avais dit, moi, je suis retourné avec l'association notamment, je ne sais plus, une douzaine de fois en Algérie, et on y retournait plusieurs fois avec une association qui s'appelle la 4ACG, que vous Oui, connaissez. oui, oui. Je me rappellerai toujours combien les copains de la 4ACG qui étaient avec nous du voyage rouspétaient quand on était, nous, pieds noirs, mieux reçus que eux, les soldats qui venaient demander pardon. Ça les mettait en rage. Mais donc, Ça se à comprend. côté de ce que recouvre le nom lui-même, il y a cette réalité-là qui, en Algérie aussi, est vécue comme quelque chose de réel. Derrière Pied Noir, il y a des enfants d'Algérie. Et c'est comme ça qu'on était reçus, comme enfants d'Algérie. Ils n'étaient pas tous pro-OAS. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a dit simplement dès le départ. On a même parlé, vous êtes dans le sud de la France, on parlait de partis extrêmes dont se rapprocher, auxquels on avait voulu associer beaucoup de pieds noirs. On a même évoqué à un moment la question de vote pied noir. Ça a été avancé comme une hypothèse qui correspondait quelque part, qui pouvait permettre d'expliquer que dans certaines villes du Sud, où il y avait effectivement une forte concentration de pieds noirs, l'extrême droite était légitime très presque. fortement représentée. Alors là, il y a un raccourci formidable qui est facile de faire en disant, ben oui, il y a l'extrême droite parce qu'il y a beaucoup de pieds noirs. Oui, comme si les Français du Sud, de Perpignan ou de Toulon, n'étaient pas d'affreux racistes, etc. Voilà. Et alors, il y a eu une tripotée d'enquêtes qui ont été menées autour de cette question-là du vote pied noir. Savoir des enquêtes menées en particulier par des équipes du CNRS pour savoir quelle réalité ça pouvait recouvrir. Et leur conclusion était de dire que, ben non, il n'y a pas de vote pied noir à proprement parler. Les pieds noirs aujourd'hui votent comme les autres, votent comme les autres Français. Oui. Et bon, ben pour moi, c'est quelque chose d'important à dire. Aujourd'hui, les pieds noirs se sont resitués dans la société française en fonction de leur position sociale, de leur histoire personnelle, de leurs engagements, etc. Et donc, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'un certain nombre d'associations pieds noirs qui revendiquent fortement le terme sont des associations d'extrême droite. À Perpignan, là, où il y a le cercle algérianiste qui a tenu son assemblée générale il y a peu de temps, j'y étais. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est le Front National qui a tout organisé. Enfin, le Rassemblement National. C'est le Rassemblement National qui a organisé ces 3 jours de débauche, de dégueulis fascistes. Et donc, la mairie du Front National, Rassemblement National, avait voté. C'est pareil, hein, non? Oui, avait voté une subvention de 100 000 euros pour qu'ils tiennent cette Assemblée générale. Quand on connaît la politique du Rassemblement national dans les autres communes, dont l'Est de la France où je suis née, a plutôt sucré les subventions aux associations qui ne sont pas dans leur mouvance. Donc, on peut être surpris enfin, à peine, pas surpris, étonné un peu. Une anecdote à ce propos. Oui. Là, quand la mairie a eu voté, de Perpignan a eu voté une subvention de 100 000 euros pour le cercle algérianiste, il y a une association de harkis d'extrême droite aussi, hein, qui a demandé. Et la mairie leur a accordé 400 euros. Les caisses étaient vides. C'est des Arabes. Voilà. Alors,
on a monté cette association il y a maintenant 14 ans. Il était clair pour nous que ben, on, on déclarait de façon première notre vision de l'histoire, notre vision de la colonisation et de la guerre, en disant que la colonisation, c'était une horreur. C'était une forme d'asservissement de peuple qui était, après tout, juste un cran en dessous de l'esclavage. Oui, sans se limiter à l'Algérie, d'ailleurs. Vous blâmez Absolument. toutes les formes de colonisation. Tout à fait, tout à fait. Et que donc, en substance, on disait simplement que la lutte de libération du peuple algérien était une lutte justifiée. Et ça, on l'affirmait dans le premier texte qu'on a sorti, la déclaration des membres fondateurs, c'était ça. Et voilà. Et donc, avec le souhait de garder, d'entretenir ou de renouer des relations ou d'entretenir les relations franco-algériennes, là où d'autres auraient tendance à séparer les peuples en disant, voilà, on est deux alors, peuples différents, l'histoire qui nous oui, oui, rassemble oui, est plus forte que tout le oui, reste. oui, oui, bien sûr, bien sûr, cultiver la relation entre la France et l'Algérie, bien sûr, mais bien plus que ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous a intéressé au départ. Et ça, c'était l'autre versant de déclaration situant l'association, ses principes et puis son profil. C'était de militer pour le rapprochement des peuples et de militer en France contre le racisme. Et contre le racisme que subissent notamment les Algériens, franco-algériens, etc., ce racisme rampant qui est là, qui est réactivé aujourd'hui, etc. Et donc, c'était là, si vous voulez, le deuxième volet d'il y a 14 ans, quand on a fondé l'association, c'était cultiver l'amitié avec le peuple algérien et avec nos frères algériens ou d'origine algérienne vivant en France. Vous avez des actions particulières que vous pouvez nous citer dans le cadre de ces actions que… Ah ben, il y en a sans arrêt. Par exemple, je vais aller par exemple à Marseille. On a monté, et je dois dire qu'on a été avec une autre association qui s'appelle Ancrage, on a été à l'origine de la mise en place d'un collectif d'associations, il y a une quinzaine d'associations, un collectif qu'on a appelé l'Algérie au cœur. Et dans ce collectif, il y a évidemment des associations algériennes ou franco-algériennes de Marseille. Et donc, ce type de militantisme, on le pratique depuis très longtemps. Ça fait partie, si vous voulez, de l'action militante au quotidien, si j'ose dire. Voilà, de s'inscrire dans les luttes antiracistes, pas seul, évidemment. Participer à toutes les luttes antiracistes qui se mènent en France contre l'islamophobie et tout ce déchaînement là qui se prend derrière. Voilà. Et donc, ça, oui, c'est quelque chose qui est. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est l'axe prioritaire de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. L'autre volet qui était de contredire les organisations de pied noir d'extrême droite, c'est un volet qui ne nous intéresse plus vraiment. Sinon, parce que ils tiennent le même discours qu'il y a 60 Oui, ans. sinon alors accorder un peu plus d'importance que Oui, que de raison. il n'y a rien à dire avec eux, il y a pas moyen, il y a pas à débattre. Voilà. Et donc, voilà. Donc ce deuxième volet est beaucoup plus porteur et beaucoup plus gratifiant. Et il touche à une réalité, la réalité du pays dans lequel on vit. Quand on vous présente, quand vous vous présentez d'ailleurs, est-ce que vous êtes dit, vous êtes fier d'être un enfant de l'Algérie? Vous présentez comment, Jacques? J'ai demandé la nationalité algérienne. Hein. C'est vrai. Oui, c'était très rigolo. Vous savez que c'est une des nationalités les plus difficiles à obtenir. Hein? Absolument. Ouais. Et donc, j'avais préparé un dossier avec un camarade algérien
On a préparé le dossier, j'avais demandé des papiers euh, au tribunal de Tiaret, il m'avait envoyé des papiers de, de mon grand-père, de mon père, de mes deux grands-pères, de Mhm. ma mère, etc., tous nés à Tiaret. Et donc, on était au consulat avec ce papier. Et, et au consulat, il y a un chaouche à l'entrée, hein, qui oriente. Il voit, il dit, bon, vous voulez, c'est pour un visa. Bizarre. Classique, classique. Allez par là. Je dis, non, non, c'est pas pour un visa. Moi, je viens demander ma nationalité. Et du rien. Tous les Algériens qui cherchent à quitter Les l'Algérie, Algériens lui. qui étaient là, ils rigolaient, mais je dis, non, non, j'ai ma nationalité. Moi, je suis né en Algérie, je suis algérien, hein, j'ai demandé la nationalité. Mm. Alors, le chaouche, il me dit, mais euh, vous êtes né où? J'ai dit, je suis né à Tiaret. Vous avez des papiers, j'ai mon papier. Votre père, Mm. et votre grand-père, il est né là. L'arrière, Et votre oui. mère. J'ai dit, ma mère. Hein. Et, il me dit, bon, bon, les femmes, ça compte pas. Il me dit, Une belle affaire. Oui. le chaouche. C'était le chaouche, celui qui filtrait l'entrée. Mm. Finalement, je rentre. Et là, j'ai eu affaire à une dame qui m'a, qui avait accepté mon dossier. J'avais des témoins de moralité en Algérie, tout ça. J'avais bien préparé. Et elle me dit, vous savez, euh, n'attendez pas une réponse rapide, hein, mais à votre place, puisque vous entrez au tribunal de Tiaret, demandez plutôt un certificat, je ne sais plus quel De la... numéro. Oui, oui. Un S12, là. Oui, oui, oui. Demandez plutôt ça. Voilà. Et bon, j'ai attendu, et puis 2 ans après, j'ai reçu une lettre disant, nous avons examiné avec beaucoup de soin votre dossier, nous sommes obligés de vous dire que ce n'est pas possible. Mm. Voilà. Donc oui, 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 euh, ben oui, moi Enfant d'Algérie, on l'a compris. Oui. oui, je suis Oui. un enfant d'Algérie, bien sûr. Dites-moi, à quoi doit-on votre surnom de Cobus? C'est comme ça Ah, qu'on vous appelait quand vous étiez petit, non? Vous étiez une terreur? oui, on m'appelait Jacobus. Oui, parce que c'était un surnom qui, quelque part, c'était, bon, il y avait Jacques, Cobus, c'est Jacob, et puis c'est aussi Jacob. Et donc, c'était quelque chose qui était un mélange des trois monothéismes, des trois religions. Et donc, il m'avait appelé comme ça, Oui, Jacobus, et après c'est devenu Cobus. d'accord. Donc, Parce voilà, que, j'ai gardé ça. oui, Jacques, parce que moi, j'ai appris très récemment, dans une interview très récente d'un écrivain algérien, Djilali Benchir, originaire de El Aslan, donc les Oui, Zataf. Il oui, parlait, il avait rencontré, il connaissait dans sa partie proche un gars surnommé Cobus, oui, Belhadji Lali, surnommé Cobus et qui avait été, qui s'était démarqué, en tout cas dont on se souvient aujourd'hui, comme ayant trahi et oui, ses frères de sang et oui. l'armée française. C'est pour ça que j'avais pensé, effectivement, je dis quel toupet d'aller s'appeler Cobus. Non, non, c'est juste, c'est comme Oui, oui, c'est comme le Jacques Pradel. oui, 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 non, j'ai pas, oui, 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 c'est ça. Alors, je voulais, j'avais essayé Jacques Pradel, ça gmail.com, voilà, marchait pas tout le temps. c'était pris. Oui. Donc, voilà. Mais alors ça m'a valu, il y a 2 ans, pendant le confinement, c'est ça, de Covid, Mm. on avait organisé des, des rencontres par Zoom avec deux militants algériens et donc quelqu'un qui avait été très longtemps dans le PAX, dans un homme Fameuse déjà plateforme. âgé. Oui, oui, oui. Hein, le PAX, le PAX, c'est le descendant du PCA, du Parti communiste algérien. Et puis, une jeune femme qui, au contraire, s'était battue comme une reine pendant le Hirak. Et donc, dans les contacts que j'avais pris, là, le vieux militant, Cobus, 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 c'était un traître.
Il a fallu que j'explique que je m'excuse. Des fois, effectivement, on peut, tout peut être question ou d'interprétation ou de signification en fonction de l'endroit où on est. Vous disiez, vous évoquez le fait, vous attachez avec l'Algérie, le fait qu'effectivement, vous aviez même souhaité acquérir la nationalité algérienne. J'imagine que du coup, ça, je comprends que vos relations avec l'Algérie sont permanentes, ou Oui, quasi permanentes, ouais. oui, 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 oui. Ah oui, ben j'ai des amis très chers en Algérie, pas qu'à Tiaret. Euh, je connais maintenant l'Algérie beaucoup mieux que je la connaissais Ouais. évidemment avant, Mm. parce que au cours des différents voyages que j'ai pu faire, notamment avec la 4ACG, on a été un peu partout dans l'Algérie et ça m'a permis de découvrir des endroits magnifiques. Alger, je connaissais mal Alger, j'y étais passé une fois. C'est une ville superbe, c'est une ville merveilleuse, Alger. Mm. Euh, et, oui, et donc je me souviens Là, plus pourquoi je dis non, ça. non, je vous posais la question de vos liens avec l'Algérie, du fait qu'effectivement, Oui, oui, oui. voilà. Alors, oui, oui. À Tiaret, il y a des gens, une famille fait partie de la famille. On était une fois, on avait débarqué à Tiaret Mhm. sans avertir la famille, euh, Chemin. parce que ce qui est terrible en Algérie, c'est que quand on va chez quelqu'un, eh ben, il ne nous lâche plus. Et donc, on avait des choses à faire. Et puis, au bout de 2 jours, je me dis, c'est pas possible. Il va- ils vont la prendre par la bande. C'est pas possible. Mm. Donc, je téléphone. Ahmed, le, le- le patriarche de la famille, il me dit, comment, tu t'arrêtes? Fais tes valises, il vient ici immédiatement. Tu restes pas où tu es. Non, 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 tu viens tout de suite. Des journées, moi, comme ça, où vous mangez, vous prenez 15 fois le déjeuner, ou peut-être j'exagère, mais Ah pour oui, pas offusquer les uns les autres. C'est ouais, ouais. l'hospitalité algérienne qui est réelle, qui est pas à l'heure. Dans votre histoire, on parlerait un petit peu de votre adolescence, que vous avez quitté l'Algérie. Vous accepterez peut-être de nous en dire quelques mots. Euh, vous aviez 18 ans, euh, 19 ans, oui. 19. Je dis, 17. et vous évoquez vos amis que vous retrouvez là, mais votre enfance a été aussi beaucoup les copains d'abord. Moi, j'ai grandi dans un milieu qui était très favorisé, évidemment. Très favorisé parce que, bah oui, dans la famille, tout le monde allait à l'université, tous les enfants allaient à l'université, mais en même temps, c'était Tiaret. C'était Tiaret, c'était, sinon, déjà la guerre, du moins, ce qui se sentait, là, après, après 45, après les massacres de Mm, 45, mm. les gens un peu conscients avaient compris que bah, ça ne pouvait plus durer comme ça. Et bref, et Mais donc à Tiaret, Tiaret, c'était chez vous. Tiaret, c'était chez vous quand oui, même. oui, Vous étiez dans un oui, univers, en tout cas protégé ou oui, tout à fait, privilégié. Ouais. tout à fait. Mais en même temps, Tiaret, c'était une ville où les communautés, comme on dit, étaient beaucoup plus euh, mélangées jusqu'à certaines limites, Oui. Mm. évidemment, qu'ailleurs en Algérie, que dans les grandes villes de la côte. Et si bien que moi, ma bande de rue, elle était faite, il y avait la, la bande Le restreinte, noyau dur. Ouais. le noyau dur. Il y avait mon cousin et moi, il y avait un juif qui s'appelait Samuel, c'est là. Il y avait deux Algériens euh, qui s'appelaient, il y en a un c'était le petit Larbi et l'autre c'était Wadah. Et Wadah, c'était mon meilleur ami. Il était comme un frère. Et puis, il y avait un autre Français qui s'appelait Deloche. Mm. Et ce Français, il était d'une condition plus que modeste. Son père était ouvrier à l'EGA.
et extraits de gaz d'Algérie. Et la famille habitait une pièce en terre battue. Et donc, quand j'avais découvert ça, ça m'avait semblé un truc impossible. Comment un Français Inhumain. qui dit comme ça? Voilà, ça ne me choquait pas quand c'était chez voilà. Mais parce que voilà, on vivait dans même s'il y avait cette relation de gamin, on faisait tous nos coups ensemble. Et ben, c'était quand même très évidemment teinté et imprimé dans la réalité des choses par ce qu'était la société coloniale. Voilà. Et donc, oui, donc à Tiaret, certes, j'étais dans un milieu privilégié, mais en même temps, euh, j'étais dans la rue. Et ça, je dois beaucoup à mes parents de m'avoir laissé cette liberté-là de connaître autre chose que la bonne société coloniale, si je veux dire. Jacques, vous avez encore 10 minutes, pas plus, Oui, ça ne vous ennuie pas. Je disais, c'est votre téléphone qui sonnait, c'est ça? non, Ah, pardon, je croyais que ça avait sonné, excusez-moi. voilà. Euh, Pas grave. vous passez de Tiaret à Oran, dans un Alors, contexte un oui, peu particulier pour entre le lycée et la Mauricière. oui, Il y a des images qui sont fortes, dont apparemment vous nous êtes toujours pas, que vous n'avez oui. toujours pas oublié. L'époque est particulière, parce que c'est 61-62. Non, autant la guerre, si vous voulez, de la guerre à Tiaret, finalement, je retiens pas grand-chose. De la guerre à Tiaret était considérée comme une zone de repli pour la LN, etc. Il n'y a jamais eu De de, combat important. combat Ouais. réel. Mais je garde deux souvenirs forts de Tiaret. C'est l'assassinat de trois patriotes algériens, dont quelqu'un qui était très célèbre, qui était un chanteur populaire, qui s'appelait Ali Machi, et qui ont été arrêtés et assassinés dans la cour dans la cour de la gendarmerie, et ensuite pendus par les pieds au platane de la grande place de Tiaret, Cette fameuse place connue, ouais, place centrale, oui, oui, je vois tout à fait. Oui, qui s'appelait la place Carnot, qui maintenant oui. s'appelle la place des Martyrs, évidemment. Et je suis passé devant pour aller au collège de Tiaret, qui était en haut. Je retiens ça, et puis je retiens une autre image, un convoi mortuaire de je ne sais plus combien de soldats français qui avaient été tués dans la région d'Aflou, Mm. et donc plus au sud. Et donc là, ils avaient fait un grand. Il y avait 40 camions qui portaient les 40 cercueils. Voilà, alors ils avaient fait un grand cirque autour de ça. Voilà. C'est les deux seules images qui me restent réellement de la, de la, Ouais, de la, de la guerre à Tiaret, sauf d'autres. Bon, bref. À Oran, où mon père m'a envoyé parce que le lycée La Mauricière, c'était mieux que le lycée de Tiaret. Voilà. Là, j'étais interne et c'était les 2 dernières années de la guerre. Et Oran était la ville où l'OS s'est déchaîné comme nulle part ailleurs. L'OS a fait des choses horribles à Alger, mais si peu en comparaison de ce qui s'est passé à Oran. À Oran, c'était. Je- euh, il y avait la ville européenne, c'est-à-dire celle qui fait face à la mer, la Barina, c'est ça? oui, était aux mains de l'OS. Ni l'armée, ni la gendarmerie française n'y faisait la loi. C'était l'OS. L'OS bombardait régulièrement le, 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 le quartier arabe. Et j'ai vu plus d'une fois de cadavres dans la rue, où il fallait faire bien attention de ne pas buter dedans, de ne pas marcher dans la flaque de sang qui était autour, etc. C'était, ben oui, un Algérien qui s'était aventuré là. Voilà. Une autre image qui me glace encore, c'est
sur une petite place, la place des Victoires, au bout de la rue d'Arzeux. J'étais là. Et il y a une voiture de l'OS qui est arrivée à un grand fracas et qui sort quelqu'un de la voiture et le balance dans la foule en disant il faut le liquider. Et voilà. Et là, moi, eh ben, devant mes yeux de 17 ans, je vois quelqu'un lynché à mort. Alors ça, c'est des trucs qui, évidemment, m'ont poursuivi pendant longtemps et qui sont restés très profondément gravés, qui ont participé sans doute à ce que pendant longtemps j'ai écarté tout ça, j'ai occulté, j'ai fait silence peut-être. Voilà, Oran, c'était une horreur. Et... Il y a même des tentatives, Jacques, si je ne dis pas de bêtises, il y a même une tentative de vous embarquer Oui, alors que vous êtes oui, alors, jeune homme, ouais. oui, je suis revenu à Intérêt? le lycée d'Oran fermé. Je suis resté quand même un moment comme interne pour y manger et dormir. Et puis, je suis retourné à Tiaret en mars 62. Là, mes copains arabes, Wadah, ne me reconnaissaient pas. Bon, ok. Et puis, il y a un recruteur de l'OS qui viennent contacter, discuter avec la jeunesse des Européens d'Algérie dans un bistrot. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu le réflexe d'en parler à mon père en rentrant, voilà, qui m'a attrapé par le col au petit matin pour me mettre dans un car euh, pour partir. Donc, je retournais à Oran. Voilà, mais oui, oui. J'aurais Oran avant été de rentrer en France. En fait, votre en père France. vous Oui, évacue en France. Ouais. absolument, absolument. Oui. Et alors, je suis parti en car. Les cars, j'aimais beaucoup ces cars ces cars qui partaient là, il fallait combien, 5 heures, 6 heures pour C'était épique. Ouais. avec des poules, des couffins, et puis le car qui s'arrête partout, les gens qui Ouais. montent qui descendent. J'aimais beaucoup ça. Et je me sentais bien là-dedans. Et arrivé à Oran, le chauffeur qui dit, mais écoutez, la ville est coupée en deux. Et là, dans le car, il y en a qui ne peuvent pas aller de ce côté, il y en a qui ne peuvent pas aller de ce côté. Comment on fait? Laissez-nous un endroit propice. Et donc, le car suivait une sorte de frontière entre Un no man's land. voilà. Et puis, à un moment, il dit, bon, allez, descendez par là, les Arabes, descendez par là, les Français, descendez plus loin, descendez de ce côté. Voilà. Voilà, c'est le dernier souvenir d'Oran que j'ai, ce voyage en car. Sinon, d'avoir attendu 2 jours pour le bateau, 2 jours pour l'avion, etc. Oui. Mais non, Oran, je, je veux dire que je suis retourné à Oran plusieurs fois. Eh bien, je ne m'y sens pas à l'aise. Peut-être à cause de tout ça. J'imagine. Et j'ai découvert Alger que je connaissais pas. Voilà. Merci Jacques Pradel, l'Algérien, j'allais dire. Il y a peut-être une dernière question, vraiment, Oui. qui appellera une courte réponse, si vous voulez bien, Jacques. Je sais que vous suivez l'actualité algérienne. Qu'avez-vous pensé du mouvement qu'on a appelé Hirak, le mouvement de contestation qui s'est malheureusement arrêté de manière un peu Oui. prématurée? Écoutez, là, moi, j'ai vibré comme les Algériens avec le peuple algérien, avec le Hirak. Parce que, comme ont osé le dire les Algériens qui descendent de la rue, il y en a assez de ce système, le même système qui a été imposé, qui
qui a été imposée en 62 après la guerre contre les gens contre les maquisards de l'intérieur, ce même système avec l'armée derrière, on n'en veut plus. C'est plus possible. Ça nous bloque, on perd toute dignité, etc. Et moi, le Irak, c'était quelque chose de. J'ai vécu ça comme une explosion de promesse, joie. Ah ouais, une promesse. comme une promesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Le mécontentement qui s'est exprimé, les millions et les millions de personnes qui sont descendues dans la rue pendant 2 ans, ces gens-là, ils n'ont pas oublié. Mm. Ils ne peuvent pas accepter sans arrêt, tout le temps, ce qui se passe. Parce que malheureusement, le pouvoir de Tebboune ne se différencie pas des précédents, ou si peu. Ou si peu. Les militants sont enfermés, les journaux, les libertés, Elles El Watan disparaissent, ouais, El Watan est disparaissent. menacé, exactement. Elle voit un menacé, c'est complètement fou. Quoi. On est dans, il y a un retour en arrière considérable, Mm. mais les Algériens ne peuvent pas oublier toute la beauté du Hirak, combien ils sont mobilisés, combien ça promettait de choses. Voilà. Et donc, moi, ouais, et, et oui, et puis, ben voilà. Bon, la diaspora algérienne ici, peut-être, ou au Canada, où vous êtes. De passage. C'est vrai qu'elle est nombreuse au Canada également. Oui, oui. Ouais. Elle a son rôle à jouer là-dedans. Mm. Et nous aussi, on a un rôle à Mm. jouer là-dedans. Voilà, donc là, à Marseille, eh ben, je vais régulièrement dans les Les marches. rassemblements de Mm. soutien pour le Hirak, voilà, avec des copains algériens que je retrouve là. Oui, mais c'est pas envisageable que tant de promesses, pour le coup, celles qui ont fleuri là pendant plus de 2 ans, que tant de promesses restent lettres mortes. C'est pas Mm. possible. Cette mobilisation extraordinaire du peuple, elle peut pas Mm. ne pas avoir de lendemain. Et pousse alors que pendant les 2 années de Hirak, il y avait de moins en moins de jeunes gens de Oui, Haraga qui traversaient la mer. On s'est rendu ah compte ouais. qu'effectivement, très rapidement, les Oui, jeunes gens, tellement, tellement, comment dire, dépités, oui, oui. prennent ouais, Ça fait pas. Ah oui, repartent, ah oui. repartent. C'est très significatif. Moi, je vois les copains algériens qui passent par Marseille et qui viennent à la maison, etc. Combien ils sont dégoûtés, Mm. dégoûtés de l'humiliation du peuple par le système. Combien ils disent, c'est pas possible, on nous considère comme rien. On est là. Et donc, il y a, c'est pas possible, c'est pas imaginable que ça puisse continuer comme ça. La seule crainte qu'on peut avoir, c'est que autant le Hirak a été là pour le coup Pacifisme. Mm. une révolution des souris Mm. pacifique, etc. Pas une mort. Hein. Et là, autant on peut craindre que là, eh ben, le système au pouvoir, là pour le coup, n'hésitera pas. Et donc, on peut craindre que ça se passe très mal. Parce Voilà. que la crise économique est de retour en Algérie, En enfin, si plus, tant est en qu'elle n'ait plus, jamais vraiment quitté, mais absolument. le contexte économique est particulièrement tendu et le pays est encore plus fragilisé. Ouais. Absolument. Crise Mm. économique, crise Mm. sociale, crise politique. La crise politique, crise morale. Mm. Oui. Enfin, mais l'Algérie est plein de ressorts. Non, oui, on leur fait confiance, on leur fait confiance. Tel le phénix, les Algériens sont capables de belles surprises, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci Jacques Pradel, l'Algérien, j'allais dire natif de Tiared, on va encore me taxer d'aller chercher. Alors des fois on me dit que je n'interviewe que des Kabyles, la preuve que non, ou Non. des gens de Tiared ou de la région de Tiared, puisque comme je vous l'ai dit en off, ma maman est native de Frenda,
plus précisément bien sûr. Taourazo. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que j'aurais partagé ce moment. On aura voyagé par la pensée du côté de l'Ouest algérien, magnifique région effectivement des chevaux arabes. Allez, Ben, pour les gens qui ne connaissent pas, Frenda avec les grottes d'Ibn Khaldoun, des endroits magnifiques. oui, C'est voilà. oui, Alors oui. je vais vous apprendre deux mots de kabyle, de berbère si vous m'autorisez, Jacques. Allez-y. Tiaret, Tiret en berbère, c'est la lionne. Oui. Ça, vous le saviez, ça, je l'ai Ah appris oui, ça, à je savais. un ami vétérinaire, Yves Layani, que je salue, qui est Ouais. natif de Tiaret. Et Frenda, en Kabylie, c'est typiquement Frenda. Ils se sont cachés là. Il suffit de connaître l'endroit avec les grottes et les endroits, effectivement, de protection pour comprendre, effectivement, Frenda. Voilà, et c'est Ah, l'occasion, d'ailleurs, j'en profitais pour saluer les vôtres et puis pour saluer de manière un petit peu égoïste, c'est ma maman qui est native de Frenda. Voilà. merci de Merci, en tout cas, merci. J'avais voulu donner à cette interview un ton un peu différent, nous exprimant quand même sur le sujet qui vous préoccupe, effectivement, de la question de la place des pieds noirs et surtout cette dérive identitaire et cette récupération dont les relations franco-algériennes souffrent depuis 60 ans pour dire à un moment, stop, que ce soit côté français ou côté algérien, il faut aller de l'avant et arrêter de se laisser raconter l'histoire. Merci Jacques, merci beaucoup Merci, d'avoir merci à vous, Tania. participé de ce témoignage et puis à très bientôt.